Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la leçon sur les météorites. Une météorite, c'est un caillou tombé du ciel. Chaque jour, ça c'est incroyable, il en tombe plusieurs tonnes sur Terre. C'est-à-dire qu'en ce moment même, on est bombardé par des astéroïdes. Mais je vous rassure, ils n'ont pas le temps de toucher le sol et ils brûlent en rentrant dans l'atmosphère. Donc l'entrée d'une météorite dans notre atmosphère, justement, est un phénomène. Donc, comme vous avez pu le voir dans différentes activités, c'est un phénomène très lumineux qu'on peut voir sur la photo ici. C'est-à-dire que si jamais vous avez la chance de voir une météorite dans le ciel la nuit, pendant quelques secondes, il va faire littéralement jour en pleine nuit. C'est assez impressionnant. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ce caillou va très très vite. Il va au-delà de la vitesse du son. Donc, ça sera un phénomène lumineux accompagné d'énormément de bruit qu'on appelle, on l'avait étudié dans la leçon sur le son, un bang supersonique. C'est aussi un phénomène lumineux et sonore. Et ce phénomène, très impressionnant, on appelle tout simplement l'entrée d'un astéroïde dans notre atmosphère. C'est un phénomène appelé étoile filante. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à la provenance de cette météorite. Donc, d'où proviennent-ils? Donc là, on va avoir besoin de faire quelques petits rappels sur notre système solaire. Une météorite est un fragment d'un astéroïde. Donc un astéroïde, c'est un caillou qui est parvenu à tomber sur Terre. Donc il faut bien faire la distinction entre astéroïde, météorite. Donc l'astéroïde, c'est quoi? C'est tout simplement un caillou qui tourne autour de notre étoile. Mais certains de ces cailloux vont tomber sur Terre, et là, on va changer la dénomination, on va parler à ce moment-là de météorite, à condition que ce caillou tombe réellement sur Terre. Parce que si le caillou brûle en rentrant dans l'atmosphère, on parlera alors de météore. De quoi est constitué un astéroïde? Un astéroïde, c'est un caillou qui est rocheux ou métallique. Notamment, le principal métal qu'on trouve dans les astéroïdes, c'est du fer. Et d'ailleurs, les chercheurs de météorites, pour trouver des météorites dans le désert, ils se servent tout simplement de détecteurs de métaux. Donc combien peuvent-ils mesurer? Ils peuvent mesurer quelques mètres pour les plus petits, jusqu'à des dizaines de kilomètres. Et ces astéroïdes tournent autour de notre étoile, donc autour de notre étoile, donc du Soleil, entre deux planètes, vous devez savoir lesquelles maintenant, entre Mars et Jupiter. Donc justement ensuite, on va compléter un petit schéma du système solaire. Donc sur ce schéma, vous pouvez voir au centre notre étoile, le Soleil. La planète la plus proche, c'est la planète Mercure. Ensuite, vous avez la planète Vénus. Vous reconnaissez ici notre planète, la Terre, avec son satellite naturel, la Lune. Ici, la planète voisine rouge, c'est la planète Mars. Après la planète Mars, vous voyez plein de cailloux qui tournent autour du Soleil et qui forment une ceinture. Donc c'est donc ici la ceinture d'astéroïdes. Je vais l'écrire ici, ceinture d'astéroïdes. Donc pour être précis, c'est la ceinture principale d'astéroïdes. Il existe une autre ceinture d'astéroïdes qu'on appelle la ceinture de Kuiper qui se trouve beaucoup plus loin dans le système solaire et qui n'est pas représentée sur cette représentation. Mais nous, c'est la ceinture principale qui nous intéresse, donc ceinture d'astéroïdes. Et si on sort de cette ceinture d'astéroïdes, on arrive vers les planètes gazeuses, notamment celle-ci, qui est la plus grosse planète du système solaire, qui est la planète Jupiter. Après Jupiter, vous pouvez reconnaître la planète avec ses anneaux, la planète Saturne, vous avez Uranus, Neptune, et au loin, vous voyez un astre qui n'est plus une planète, mais une planète qui s'agit de Pluton. Ici, c'est une comète, c'est-à-dire c'est un bloc de glace qui se rapproche du Soleil. Donc retenez bien la localisation des astéroïdes, c'est entre les planètes Mars et Jupiter. On va poursuivre.
Donc dans de rares cas, certaines météorites peuvent provenir de la Lune, ça c'est incroyable, ou de Mars. Et je vais vous expliquer comment c'est possible. Donc peuvent provenir de la Lune ou de Mars suite à l'impact d'un astéroïde sur ces astres. C'est-à-dire, dans la ceinture d'astéroïdes, vous avez des cailloux qui se déplacent. Des fois, il peut y avoir des collisions entre ces cailloux, et ces collisions vont entraîner, donc ça va faire des fragments qui vont sortir de la ceinture principale et qui vont venir tomber sur Mars ou sur la Lune. Mais lors de la collision entre l'astéroïde et ses astres, le choc va être tellement violent que des fragments de Mars ou de la Lune vont être projetés et vont être projetés à une très grande vitesse et vont réussir à tomber sur Terre. Donc certains chercheurs de météorites tombent par hasard des fois sur des météorites qui sont des fragments de Mars ou de la Lune. C'est beaucoup plus rare, mais c'est possible. Et pour finir, on pense que c'est une énorme météorite tombée il y a 65 millions d'années qui sera à l'origine de la disparition des dinosaures. Donc ça, vous avez eu l'occasion d'étudier dans une activité sur Dactylio. Et cet énorme astéroïde est tombé dans le golfe du Mexique. Donc justement, quand un astéroïde tombe sur Terre, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une énorme collision qui va provoquer des trous qu'on appelle des cratères. Donc là, dans ce paragraphe suivant, on va se parler un petit peu des cratères. Donc lorsqu'une météorite se crache sur le sol, elle creuse un trou appelé cratère. C'est ce qui se passe notamment sur la surface lunaire. Sur la surface lunaire, on observe énormément de cratères de météorites. C'est aussi vrai sur la planète Mercure. Donc souvenez-vous, la planète Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. Ici, elle est grise. Et souvent, des fois, quand on voit des photographies de Mercure, à cause de sa couleur grise, mais aussi à cause du très grand nombre de cratères à sa surface, des fois on peut confondre Mercure et la Lune. Donc toutes les deux ont un sol recouvert de cratères. Pourquoi? On pense, donc les astronomes pensent qu'il y a quelques centaines de millions d'années, Mercure et la Lune ont été bombardés par une pluie de météorites, causée par le changement d'orbite d'une énorme planète, la planète Jupiter. Donc qu'est-ce qui a pu se passer il y a quelques centaines de millions d'années? Donc je vous explique. Pardon, petite bêtise. Donc si on reprend le schéma du système solaire, sur cette représentation, vous avez le système solaire tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire que vous avez la planète Jupiter qui se trouve ici et la planète Saturne. Les astronomes pensent qu'il y a très très longtemps, ces deux planètes ne devaient pas être dans cette position-là. C'est-à-dire qu'on pense que Jupiter était ici, à la place de Saturne, et Saturne à la place de Jupiter. Et on pense que ces planètes ont changé d'orbite. Et en changeant d'orbite, ça a totalement perturbé la ceinture d'astéroïdes, et de nombreux cailloux sont sortis de la ceinture principale pour venir tomber sur Mars, la Lune, la Terre, mais aussi Vénus et Mercure. Et ce qui est un peu étrange, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, donc si la Lune a été bombardée par des météorites, la Terre, elle aussi, a été bombardée par des météorites. Et pourquoi est-ce qu'on n'a plus trace de cette pluie de météorites sur Terre? À cause d'un phénomène qu'on appelle l'érosion. C'est-à-dire que sur Terre, il y a de l'eau, il y a du vent, et ça a tendance à attaquer les roches. Et puis aussi, sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi des tremblements de terre. Donc sur la Lune et sur Mercure, il y a un seul continent, si vous voulez, il n'y a pas d'activité sismique, il n'y a pas de tremblement de terre. Mais nous, notre planète Terre, elle est connue dans son histoire de nombreux tremblements de terre qui ont aussi effacé tous ces cratères. Donc retenez que la Lune, comme la Terre, ont été bombardées par une pluie de météorites, mais il n'y a que sur la Lune qu'on a encore trace, et sur Mercure, de cette pluie météoritique. Donc là, on va compléter la suite de la leçon. Donc Jupiter, j'avais déjà écrit. Ici, ces cratères sont restés intacts car Mercure et la Lune ne possèdent pas d'atmosphère. Donc on aurait pu aussi rajouter, il n'y a pas d'activité sismique aussi sur ces astres. La Terre a, elle, subi cette pluie météoritique, mais l'érosion, donc c'est le phénomène dont je parlais à l'instant, action de la pluie du vent, les a fait disparaître. Seuls les plus gros cratères terrestres sont encore visibles. On en dénombre environ une dizaine, comme le Meteor Crater aux États-Unis, qui se trouve dans le désert du Nevada,
Donc ici, c'est le météore-cratère justement. Il fait environ un peu plus d'1 kilomètre de diamètre et là vous avez un autre cratère en Australie. Donc pour qu'une météorite puisse creuser un cratère sur Terre, son diamètre doit être supérieur à 10 mètres. Donc s'il a un diamètre inférieur, il va totalement brûler en rentrant dans l'atmosphère. En rentrant dans l'atmosphère. Notre atmosphère joue le rôle d'un véritable bouclier, hein. Donc, j'avais expliqué en introduction que chaque jour, il tombe des tonnes d'astéroïdes sur Terre, mais ils sont trop petits justement pour pouvoir donner naissance à des météorites et ils vont être brûlés. Donc un astre dépourvu d'atmosphère aura un sol martelé de cratères. Bah, c'est ce qui se passe pour la Lune et Mercure. Donc maintenant, on va passer au dernier paragraphe de la leçon. On va s'intéresser à des astéroïdes un peu particuliers qu'on appelle des géocroiseurs. Donc vous avez eu l'occasion d'étudier les géocroiseurs dans l'activité qui s'intitulait Osiris Rex. Donc le but d'Osiris Rex, c'était d'une sonde envoyée sur justement un géocroiseur. Donc qu'est-ce que c'est un géocroiseur? Donc dans la ceinture d'astéroïdes, il existe des cailloux qui s'approchent relativement près de la Terre. Donc quand je dis près, c'est pas à 10 km ni à une centaine de kilomètres, plutôt à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Et ces astéroïdes qui se rapprochent de la Terre, on les appelle des géocroiseurs. Et vous en avez étudié un en particulier qui s'appelle Bennu, justement, et qui est étudié grâce à la sonde Osiris-Rex. Donc leur taille peut être de quelques mètres pour les petits, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc il faut savoir que la NASA scrute attentivement la ceinture d'astéroïdes pour justement repérer ces géocroiseurs, parce que là il pourrait y avoir un risque. Donc je vous rassure, il n'y a pas de collision en vue d'ici un siècle, hein. On est tranquille. Donc grâce aux sondes envoyées par l'homme pour les étudier, on commence à mieux les connaître. On sait qu'ils contiennent des métaux, donc ça on le savait déjà grâce aux météorites, hein. Donc on contient des métaux, comme du fer, mais surtout ce qui est plus intéressant, ils contiennent des métaux rares, comme par exemple du platine, même certains peuvent contenir de l'or, donc ça c'est intéressant. Et aussi, quand on observe ces astéroïdes, on observe qu'ils ont une couleur noire. Et cette couleur noire, une poussière noire qui les recouvre, c'est du carbone. Et le carbone, il est très intéressant parce que sur Terre, il y a aussi du carbone, on le trouve dans le charbon, mais aussi on le trouve dans tous les êtres vivants. Nous-mêmes, on contient du carbone. Pourquoi est-ce que ces géocroiseurs sont si intéressants? Pour plusieurs raisons. Comme ils renferment des métaux rares, comme de l'or, du platine, à un moment sur Terre, on va manquer de ces métaux. On va manquer de ces métaux. Donc peut-être qu'on ira les chercher sur ces géocroiseurs. Et c'est beaucoup plus intéressant d'aller les chercher sur des géocroiseurs que sur la ceinture d'astéroïdes, parce que les géocroiseurs, ils se rapprochent de la Terre. Donc on va gagner énormément de kilomètres. Ça va être beaucoup plus rentable. Donc déjà, le premier intérêt, j'ai envie de dire, il est économique, donc pour prélever des métaux rares. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a des entreprises américaines qui réfléchissent justement à, comment dire, au prélèvement de ces métaux rares sur ces géocroiseurs. Ensuite, ces géocroiseurs, ils sont aussi très intéressants pour les astronomes parce que faut bien comprendre que les astéroïdes, les géocroiseurs, ce sont des cailloux qui ont subi aucune transformation depuis la formation de notre système solaire. On peut considérer ces cailloux comme étant un peu des fossiles astronomiques. Donc si on arrive à étudier au plus près ces cailloux, eh ben, on va avoir vraiment une image de notre système solaire tel qu'il était il y a environ à son origine, il y a 4,5 milliards d'années. Donc l'autre intérêt, il est vraiment essentiel pour les astronomes, ça va être de mieux comprendre l'origine de notre système solaire. Donc comprendre la formation, plutôt, écrire, comprendre la formation de notre système solaire. Mais quand on s'intéresse à la formation de notre système solaire, ensuite, on s'intéresse aussi à l'origine de la vie sur Terre. Et là encore, on pense que les géocroiseurs vont permettre de répondre à certaines questions. Comme je vous ai dit, les astéroïdes sont recouverts d'une poussière noire de carbone et de plus en plus, on pense que si la vie a été possible sur Terre, c'est justement grâce aux astéroïdes qui ont apporté cette matière première nécessaire à la vie qu'est le carbone.
Donc là aussi, on va mettre pour finir, grâce à ces géocroiseurs, on va pouvoir peut-être comprendre l'origine de la vie sur Terre.